Buenos días, bonjour mesdames, messieurs. J'espère que vous me pardonnez que je parle en français. Et je suis en fait ravi d'être ici avec vous dans un cadre magnifique et de partager quelques réflexions sur la politique européenne en énergie qui existe bel et bien et qui en fait a doublé son élan. Et je vais aussi mentionner et parler d'un concept dont je n'ai pas encore entendu parler avec les deux orateurs précédents. Ça veut dire l'union de l'énergie. Alors, l'énergie est de plus en plus haut de l'agenda politique. Je travaille à l'énergie depuis un certain temps, depuis 2000, où la Direction générale de l'énergie a été encore Direction générale de l'énergie et des transports. Et à l'époque, l'année 2000, on avait en fait un cadre réglementaire gigantesque en ce qui concerne les transports, parce que le cadre réglementaire a été décliné selon les modes de transport, tandis que le cadre réglementaire en énergie a été tout petit. Ça veut dire transport très important, énergie d'une importance marginale. Et ça a changé beaucoup. Ça a commencé à changer déjà en 2000 avec un livre vert sur la sécurité d'approvisionnement en énergie. Livre vert sur lequel on a beaucoup travaillé et dans les réflexions, dans les initiatives, on a lentement oublié. Par contre, il y avait plusieurs rappels en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie, son importance. Il y avait un premier tout petit rappel en 2006 avec la première crise russe du gaz en Ukraine, relativement modeste, et en 2009, une crise beaucoup plus importante qui a mis à mal beaucoup d'États membres dans le centre et dans le sud-est de l'Europe. Vous savez peut-être que même aujourd'hui, il y a 6 États membres qui sont pratiquement à 100% dépendants d'un seul fournisseur en gaz. Mais, grâce à l'intervention européenne, ce qui a été très difficile en 2006, 2009, grâce à cette intervention européenne, maintenant on est un peu plus résilient, un peu plus robuste en ce qui concerne les chocs externes d'approvisionnement en énergie. Alors, je répète, je vais parler des concepts, des dimensions de l'union de l'énergie, une idée qui a été déjà avancée il y a quelques années par Jacques Delors à travers son think tank Notre Europe, qui a été repris en fait par l'ancien Premier ministre polonais et l'actuel président de l'Union européenne, et maintenant qui a fait son chemin. Ça veut dire pourquoi devrait-il s'engager sur l'intégration européenne d'une manière énergétique, et quels sont les défis qui sont présents et quels sont les défis qui s'annoncent dans le futur. Si vous vous rappelez, l'année 2015 est très décisive pour notre planète et notre continent. On a déjà en fait entendu que le 25 février, nous avons posé les premiers jalons pour une union de l'énergie qui permettra aux citoyens et aux entreprises de disposer d'une énergie sûre, respectueuse du climat, compétitive et abordable. Ça veut dire cette politique énergétique, cette conception, ce cadre stratégique, en fait, se réfère au triangle énergétique qui est en fait présent dans chaque politique énergétique, dans chaque État. Alors, il y avait le 25 février cette initiative prise par la Commission européenne et en fait, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont confirmé leur soutien à cette initiative lors d'un sommet européen à Bruxelles le 19 mars dernier. Et M. l'ambassadeur et M. Saint-Philippe l'ont déjà mentionné, il y a un autre événement clé qui sera en décembre prochain à Paris, la conférence sur le climat, le COP 21, et c'est en fait un objectif très important et
la Commission européenne et l'Europe veulent conclure un accord universel, ambitieux et contraignant face aux défis du changement climatique. Et je pense, depuis le début de la semaine, le sommet du G7 a confirmé l'engagement explicite des 7 pays industrialisés réunis en Bavière de maintenir la hausse de la température moyenne dans le monde au-dessous de 2 degrés Celsius. Donc, nous avons une situation très favorable, un vent favorable à nos efforts communs, mais je reviens maintenant plus précisément sur le volet énergétique et sur l'union de l'énergie. Pourquoi cette union est nécessaire? En fait, la stratégie de l'union en matière énergétique se décline en 5 dimensions interdépendantes qui se renforcent mutuellement et sont conçues pour renforcer la sécurité énergétique, la durabilité et la compétitivité du secteur de l'énergie. Alors, ces 5 dimensions sont, d'une part, la sécurité énergétique, assortie de la solidarité et de la confiance, des concepts très importants au niveau européen. Deuxièmement, la pleine intégration du marché européen de l'énergie. Troisièmement, pas le moindre, en fait, l'objectif efficacité énergétique comme moyen de modérer la demande. Bien entendu, la 4e dimension, c'est la décarbonisation de notre économie, ensemble avec la 5e, la recherche, l'innovation et la compétitivité de notre économie. Revenons au coût de l'énergie, qui est très important et dont on a déjà entendu certains chiffres. En fait, en 2012, la facture des importations énergétiques de l'Union européenne était de plus de 400 milliards d'euros par an, ce qui se traduit dans 1 milliard d'euros mais plus par jour, soit environ 3,1% du PIB. Ceci représente aussi une dépendance énergétique, toutes sources d'énergie confondues, de 53%. Cette dépendance est bien entendu différente selon la source. Elle est à 82% en ce qui concerne le pétrole et à plus de 60% en ce qui concerne le gaz naturel. Ça veut dire, en plus, avec ça, 10% des foyers européens ont du mal de payer leurs factures énergétiques à la fin du mois. Et l'impact du coût de l'énergie sur les petites et grandes entreprises joue directement, mais très directement, sur la croissance économique. Et tout cela est bien entendu lié à la sécurité d'approvisionnement en énergie, ça veut dire la première dimension du cadre stratégique sur l'Union de l'énergie. En fait, les enjeux en matière de sécurité énergétique sont aujourd'hui énormes. Vous connaissez le bras de fer avec Moscou sur l'Ukraine, qui pourrait mettre en péril notre approvisionnement et qui pourra nous rendre très vulnérables malgré les dispositions déjà prises entre 2009 et aujourd'hui. Il en va de même pour les troubles en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, qui remettent en cause en fait la stabilité de ces régions où sont installés certains de nos fournisseurs les plus importants en gaz et en pétrole. Ça veut dire que la sécurité d'approvisionnement en énergie revêt d'une importance stratégique et importante. Le marché européen de l'énergie, qui actuellement est un marché européen de l'électricité et du gaz, doit être capable de faire face à des chocs extérieurs. Mais beaucoup reste encore à faire si nous voulons parvenir à un véritable marché intégré de l'énergie, qui est la 2e dimension de notre stratégie de l'Union de l'énergie. Par exemple, un citoyen, une entreprise dans un État membre doit pouvoir être en mesure d'acheter son électricité librement et simplement auprès d'un fournisseur d'un autre pays européen. Mais nous n'y sommes pas encore. L'Union de l'énergie, vous l'avez entendu, devra également répondre à l'enjeu majeur de notre génération et des futures générations, lutter contre un changement climatique
qui menacent nos sociétés et nos économies. Nous avons déjà fait beaucoup de progrès, mais nous devons redoubler nos efforts si nous voulons atteindre nos objectifs, même à l'horizon 2020 et surtout aussi à l'horizon 2030, sur les 3 facteurs. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, vous connaissez le chiffre, 20% à l'horizon de 2020, 40% minimum à l'horizon de 2030. La croissance des énergies renouvelables, 20% pour 2020, 10 ans plus tard, 27%. Et surtout, l'amélioration de l'efficacité énergétique, 20% non contraignant en 2020 et 27% en 2030, avec une possibilité d'aller à 30%. À mon avis, l'objectif majeur, car une consommation plus efficace, Monsieur l'ambassadeur l'a mentionné et donné l'exemple de la France, est le moteur principal de la sécurité énergétique. Permettez-moi maintenant de me tourner vers la transition énergétique qui ouvre en fait la voie pour la croissance et la compétitivité. L'énergie et la question de l'indépendance énergétique sont au centre des préoccupations européennes pour des raisons stratégiques, géopolitiques et de lutte contre le changement climatique. Mais aussi parce que ce sont les piliers de la croissance, de la compétitivité et de la relance industrielle de l'Europe. Vous avez peut-être remarqué l'effet du gaz de schiste sur la relance de l'économie américaine et de certaines industries en Amérique du Nord, et surtout la création d'emplois et la création des projets industriels de très grande importance. Dans ce contexte, ce qui est important, c'est diversifier les façons de produire l'énergie, et c'est d'une nécessité absolue. Ça veut dire que chaque pays, dans son mix énergétique, doit diversifier ses ressources, choisir les moins coûteuses, certes, mais aussi les moins polluantes. Alors, revenons au marché de l'énergie. Un marché pleinement intégré et interconnecté permettra d'arriver à une croissance soutenue. Malheureusement, nous avons aujourd'hui toujours une mosaïque de 28 marchés de l'énergie, dont plusieurs îlots énergétiques insuffisamment reliés. Citons pour les îlots énergétiques les pays baltes, Chypre, Malte, mais aussi la péninsule ibérique. Des infrastructures puissantes et modernisées vont permettre de réduire les factures d'énergie et de créer de nouveaux emplois. Nos entreprises pourront exporter davantage et stimuler la croissance. Un réseau énergétique européen suffisamment interconnecté permettra aux Européens de profiter des avantages du marché, car les consommateurs pourront économiser entre 12 et 40 milliards d'euros par an d'ici la 2030. Et c'est dans ce contexte-là que le 25 février, lorsque nous avons présenté le cadre stratégique pour une union de l'énergie résiliente, que nous avons aussi présenté une communication qui a défini les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif de 10% d'interconnexion électrique d'ici 2020. C'est un objectif, je pense, Monsieur l'ambassadeur l'a mentionné, qui est déjà vieux de plus de 10 ans, car il était fixé la première fois en Espagne lors du sommet européen à Barcelone en 2002. Et à l'époque, on devait atteindre l'objectif en 2005. Là, il y avait, je pense, un certain taux d'illusion. Maintenant, nous ne sommes pas encore, et en début 2014, bien entendu, avec une Union européenne élargie, il y a toujours 12 États membres qui ne sont pas arrivés à avoir un taux d'interconnexion de 10%. Ce nombre de 12, en fait, s'est diminué d'un parce que Malte
avec une connexion entre l'Italie et Malte, a pu en fait remonter son taux d'interconnectivité de 0 à 35%. Ça veut dire, vous allez voir ici, du point de vue des chiffres, comment c'est important d'avoir des bonnes interconnexions entre les États membres et surtout en ce qui concerne les îlots énergétiques. On a parlé aussi de l'inauguration, c'était le 20 février dans la partie orientale des Pyrénées, que nous avons inauguré en fait avec les premiers ministres de la France et de l'Espagne, M. Valls et M. Rajoy. Nous avons inauguré une interconnexion très importante, très puissante et innovatrice qui en fait a mis à peu près une vingtaine d'années pour être réalisée, qui a été aussi réalisée grâce à l'effort de Mario Monti, qui a travaillé avec les autorités françaises et espagnoles pour arriver à un accord, un compromis en ce qui concerne la route et la manière en fait de construire l'interconnexion qui est maintenant en fait en tranche, en tunnel et ne dépasse pas à travers des pylônes électriques, ne dépasse pas les surfaces des Pyrénées. Ça veut dire après 20 ans d'efforts, on a pu en fait réaliser une interconnexion qui a dédoublé en fait le taux d'interconnectivité entre la France et l'Espagne. Et cette interconnexion a été subventionnée par un fonds qui a été créé en 2009, fonds de relance économique dans le secteur de l'énergie. Et ce fonds a contribué à la réalisation de l'interconnexion avec 225 millions d'euros. Mais on ne peut pas rester là. Monsieur l'ambassadeur a déjà mentionné les autres interconnexions qui devraient se réaliser, très complexes. Ce sont des vrais défis technologiques et de financement. Les autres interconnexions qui devraient en fait permettre lentement d'atteindre les 10% d'ici 2020, un peu plus tard. Parce que si on regarde avec les projets d'intérêt commun en infrastructure énergétique, si on regarde avec les projets d'intérêt commun qui sont actuellement discutés, qui sont sur la liste des projets, on va arriver à résoudre le problème des 10% pour l'ensemble des États membres, à l'exception de deux, l'Espagne et Chypre. L'Espagne et Chypre, il faut faire des efforts supplémentaires pour arriver à un taux d'interconnexion de 10%, qui devrait, vers 2030, atteindre 15%, pour arriver à ce taux d'interconnexion de 10% juste après l'année 2020. Nous avons créé un groupe à haut niveau pour l'Europe du Sud-Ouest. Monsieur l'ambassadeur l'a déjà mentionné. Et ce groupe de haut niveau a été créé à Madrid le 4 mars dernier et en présence de monsieur Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, le président de la France, François Hollande, les premiers ministres de l'Espagne, Mariano Rajoy, et du premier ministre du Portugal, M. Pedro Passos Coelho, et du président de la BOI. Le but de ce groupe à haut niveau est d'intensifier la coopération régionale et capitaliser l'engagement fort du moment. Ce groupe va se doter d'un protocole d'accord et se réunira régulièrement pour faire le point sur les progrès accomplis, aussi bien en matière de réseau électrique qu'en matière de réseau gazier. Et ce n'est pas le seul groupe à haut niveau qui a été créé récemment. Nous avons créé aussi un groupe à haut niveau dans une région très sensible à des chocs d'approvisionnement externe en Europe. C'est le centre et le sud-est de l'Europe. Vous savez certainement que South Stream a été abandonné par les Russes et actuellement on discute d'un autre projet qui s'appelle Truck Stream, mais South Stream a laissé un peu à l'abandon un certain nombre et ces États membres qui se situent notamment dans le sud-est de l'Europe se sont réunis aussi sous forme de groupe à haut niveau qui a été en fait créé sur l'initiative du vice-président de la Commission européenne en charge de l'Union de l'énergie.
Et nous avons déjà un groupe à haut niveau de longue date dans les pays baltes qui ne réunissent non seulement les pays baltes, mais tous les États membres autour de la mer Baltique, à partir du Danemark jusqu'à la Finlande, à partir de la Pologne, Suède, les pays baltes et l'Allemagne également. Alors, pour revenir aux interconnexions énergétiques et au prix, ces interconnexions coûtent très cher. On a entendu en fait le chiffre de plus d'1 milliard d'euros pour construire une ligne à haute tension souterraine entre la France et l'Espagne à travers le golfe d'Aquitaine. Ça veut dire que les coûts sont énormes et très importants. Vous savez que sur l'initiative du président de la Commission européenne, on a créé un fonds européen pour les investissements stratégiques et on a obtenu un accord politique entre les institutions européennes, Parlement, la Commission et le Conseil, il y a à peu près 2 semaines. Ça veut dire le règlement qui en fait est important pour ce fonds d'investissement stratégique, normalement devrait en fait se réaliser, se concrétiser encore sous présidence lettonne à la fin du mois ou plus tard. Ça veut dire que nous avons maintenant un instrument très important qui sert à mobiliser des capitaux privés supplémentaires en plus des finances publiques. Et l'énergie sera un des secteurs clés de ce fonds d'investissement, notamment en ce qui concerne les infrastructures, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Ça veut dire que nous avons compté à peu près 29% des projets proposés par les États membres et par la Commission européenne se trouvent dans le domaine de l'Union de l'énergie. Ça veut dire que chaque euro d'argent public mobilisé peut et doit inciter de nouveaux investissements qui sinon n'existera pas. Et nous avons déjà remarqué avec satisfaction les engagements d'un certain nombre des États membres pour contribuer à ce fonds stratégique d'investissement. En plus, ça c'est un fonds stratégique qui normalement devrait en fait obtenir une somme de 315 milliards d'euros qui sera en fait mise en action dans les 3 années suivantes ou plus tard. Et nous avons aussi d'autres outils, d'autres instruments financiers. Nous avons par exemple le 5 mars dernier lancé un appel à proposition d'un montant de 100 millions d'euros dans le cadre d'un mécanisme pour l'interconnexion en Europe, dont le volet énergétique est crucial pour le support aux infrastructures énergétiques transeuropéennes. Ce volet énergétique, il prévoit 5,35 milliards d'euros pour la période 2014-2020 sous forme d'instruments financiers novateurs et de subventions directes. Nous allons lancer un deuxième appel à proposition encore avant l'été et d'un montant d'environ 550 millions d'euros. Mais l'investissement n'est qu'une partie de la solution. Il faut aussi prendre en vue, regarder le cadre réglementaire. Parce que le développement du réseau énergétique transeuropéen nécessite aussi le respect de son cadre réglementaire. Et c'est le règlement sur les orientations dans les structures transeuropéennes de l'énergie. Et ça va de l'organisation de la procédure d'octroi des autorisations par les autorités compétentes. Ça va de ça au traitement réglementaire par les autorités de régulation nationale, le tout pour être en fait un support pour la construction des infrastructures énergétiques transfrontalières en Europe. Le tout doit être mis en œuvre par les États membres. Permettez-moi maintenant de conclure mon intervention et par les phrases suivantes. Parmi les objectifs clés que le président Juncker a fixés pour cette commission figure, d'une part, la nécessité de retrouver le chemin de la croissance et de remettre les Européens au travail. Et, d'autre part, la nécessité de bâtir une union de l'énergie résiliente
et une politique visionnaire en matière de changement climatique. Ces deux buts sont non seulement complémentaires, mais aussi très interdépendants. Merci de votre attention.